Alors, bienvenue à toutes et tous sur ce webinaire organisé par l'association Les Collectifs. Les Collectifs, on est un réseau de collectifs de salariés engagés pour l'écologie et les transitions écologiques et sociales dans leurs organisations respectives. On est un réseau de 130 collectifs dans 130 organisations différentes. Et on a à cœur de partager des compétences et des connaissances aux salariés engagés qui composent notre communauté et à toutes les personnes qui seraient intéressées par s'engager un peu plus au sein de leur organisation et travailler à la transformer de l'intérieur. Et justement, un des forts enjeux depuis quelques années, et en particulier sur cette année, sont les liens entre les actions mises en place par la direction RSE ou des collectifs et la perception qu'ils peuvent y en avoir par la direction ou le public. On parle de greenwashing, de greenhushing aussi. Et en discutant avec l'entreprise Carbo, qui fait partie des intervenants et avec qui on a co-organisé ce webinaire, on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant de visibiliser aux salariés engagés les outils que sont le bilan carbone et l'analyse de cycle de vie, d'autant plus dans un cadre et un contexte où on se rend compte que objectiver un certain nombre d'éléments permet de passer à l'action, permet d'aller plus loin aussi dans les actions et permet de convaincre en interne. D'où l'idée de ce webinaire où on va à la fois pouvoir vous partager des exemples de ce qui a pu se passer dans différentes entreprises. Et on a ici des membres de collectifs qui vont pouvoir vous partager tout ça. Et également des apports plus théoriques et pratiques de Carbo. Et on vous passera la main au fur et à mesure de ce webinaire. N'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le moment ou la suite de ça, plutôt dans le chat pendant les interventions. Et on s'occupera de faire attention à ce que toutes les questions aient leurs réponses. Mais je vais du coup passer la main à Aurore, qui sera votre animatrice pour ce webinaire. Je vais plutôt m'occuper du chat. Parfait, merci beaucoup, Paul. Donc, on va pouvoir justement passer à cette seconde partie où Carbo va se présenter et va présenter la méthodologie du bilan carbone. Donc, je vais laisser la main à Mathilde et à Thibaut sur ce sujet-là. C'est à vous. Et déjà, bonjour. Pour me présenter, donc, moi je suis Mathilde, je suis responsable marketing chez Carbo depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et qui est Carbo? Donc nous, on est une solution pour mesurer, réduire et valoriser l'impact carbone des entreprises. Donc à travers une solution de bilan carbone et d'ACV produit aujourd'hui. Donc nous, notre mission, ça va être d'accélérer la prise de conscience écologique pour réduire cette fameuse empreinte carbone. Donc grâce à des contenus pédagogiques, nos interventions et bien sûr nos solutions. Donc aujourd'hui, on a sensibilisé plus d'1,2 million de personnes grâce à nos contenus et on a engagé plus de 1000 entreprises dans leur stratégie de décarbonation. Et un chiffre qui est assez sympa aussi de présenter, c'est que grâce à nos services, donc que ce soit l'ACV produit ou le bilan carbone, on a évité plus de 1 million de tonnes de CO2 équivalent. Et je vais laisser la main à Thibaut. Bonjour à tous, Thibaut, aussi dans l'équipe marketing chez Carbo. Et donc, après cette présentation de Mathilde, on s'est dit que c'était une bonne idée de vous présenter un peu plus en détail ce que c'est un bilan carbone, parce que vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est important de savoir ce que c'est précisément. Donc en fait, c'est un diagnostic de toutes les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise, qui comprend les 3 scopes. Alors qu'est-ce que c'est ces 3 scopes? C'est ce qui va permettre de prendre en compte les émissions directes de l'activité d'une entreprise, mais aussi les émissions indirectes, donc que ce soit lié aux fournisseurs ou alors aux utilisateurs finaux de vos produits. Et donc ce bilan carbone, il va vraiment être la photographie de l'impact de l'entreprise pour une donnée et figée, donc par exemple pour une année civile, des choses comme ça. Et ces bilans carbone, ils ont des méthodologies qui peuvent être respectées, qui ont plutôt intérêt à être respectées, qui sont l'ABC en France et le GHG protocole à l'international. Alors, on parle de bilan carbone. On s'est dit avec les collectifs que c'était une bonne idée de faire un point un peu sur les obligations réglementaires, parce que tout le monde n'est pas encore obligé d'en faire, mais il y a déjà quelques obligations qui existent. Déjà pour toutes les entreprises privées de plus de 500 salariés, ils doivent réaliser un BE-GES, donc un calcul de leurs émissions tous les 4 ans et le publier. C'est aussi le cas pour les collectivités de plus de 50 000 personnes
donc de plus de 50 000 habitants, elles doivent réaliser un bilan carbone territorial. Donc parce que ce bilan carbone, il peut être pour les entreprises ou pour un territoire donné. C'est aussi le cas pour des administrations publiques de plus de 250 agents. Pareil, un bilan carbone tous les 4 ans. Et pour toutes les entreprises cotées ou des sociétés de gestion d'actifs. Et donc pour elles, c'est un reporting annuel de leurs émissions selon la loi énergie-climat. Maintenant qu'on a dit ça, en plus de ces réglementations, quel est l'intérêt derrière un bilan carbone? Bah, la première chose, c'est que c'est un peu une base de calculer son impact carbone pour pouvoir ensuite lancer la suite de ces démarches RSE. Avoir un bilan carbone qui est certifié et qui respecte les méthodologies qu'on vous a présentées un peu plus tôt, elles permettent d'obtenir des certifications et des labels. Et elles permettent aussi un bilan carbone, ça peut permettre de répondre à des appels d'offres, car l'engagement écologique et climatique est de plus en plus valorisé. Ça peut aussi permettre d'obtenir des taux de crédit avantageux pour des prêts assez spécifiques ou encore d'amoindrir les risques climatiques qui peuvent peser sur la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise. Et donc, comme vous voyez à droite, il y a plusieurs motivations différentes selon nos clients et toutes peuvent amener à faire un bilan carbone. Et pour finir, pour vous présenter très rapidement comment ça se passe, il y a 4 étapes clés pour réaliser un bilan carbone. Il y a le lancement forcément et la collecte des données pour pouvoir faire les calculs. Ensuite, ces calculs-là et d'être transparent sur ces chiffres, ça permet d'obtenir une attestation et de présenter ces résultats. Ces résultats, ils vont servir comme base pour pouvoir définir une trajectoire carbone des actions à mettre en place. Et la dernière étape importante, c'est bien sûr de valoriser sa démarche et de communiquer dessus à partir donc de ces calculs qui sont chiffrés. Parfait. Merci beaucoup Mathilde et Thibaut pour cette présentation du bilan carbone. On va tout de suite passer à la phase de témoignage où deux collectifs vont pouvoir faire leur retour d'expérience à la suite d'un bilan carbone qu'ils ont pu réaliser dans leur entreprise. Je vais laisser la parole à Julia, donc je vais te laisser te présenter brièvement. Voilà, et ta présentation, tu laisseras selon ton niveau d'anonymat que tu souhaiterais garder. Et ensuite, je pourrais te poser les questions. Est-ce que Julia est parmi nous? Je ne la vois pas. Ah, sinon, on va passer à On Eric peut et inverser, ouais. Nils. Voilà. Hop. Elle avait un peu de retard, je crois. Pas de souci. Je vais juste peut-être avancer quelques petites slides. Donc, on va échanger au niveau des groupes. Donc, on va passer au collectif d'Eric et de Nils. Donc, vous avez tous les deux mené 2 bilans carbone. D'abord sur le restaurant de l'entreprise et ensuite sur le CSE. Est-ce que, pour commencer, Nils, est-ce que tu pourrais nous parler de la cantine? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Niels Ehrenstrom. Je suis ingénieur dans l'industrie spatiale depuis une dizaine d'années et j'ai du coup cofondé le collectif Éveil dans notre entreprise pour sensibiliser les salariés aux enjeux environnementaux. Et je suis aussi coprésident de la commission restaurant du site, ce qui nous a permis du coup de lancer un bilan carbone, on va dire, itératif sur ce périmètre-là. Est-ce que je poursuis directement avec la présentation? Oui. Ah, j'ai plus de retour son, mais je Carrément, prends ça vas-y. pour un oui. Donc juste sur la slide précédente, pour donner un petit peu de contexte. Donc comme je le disais, voilà, le site se situe à Toulouse. Le prestataire, c'est donc Elior, où c'était jusqu'à il n'y a pas longtemps. Le volume, c'est 1800 couverts jour, donc c'est un gros restaurant, c'est un des plus gros de la région. Et donc la commission se réunit tous les mois avec des élus du CSE, des membres de la direction qui ont le mandat de gestion et le service de santé au travail. Voilà, pour vous planter un peu le décor. Donc, ce qu'on a fait, nous, au niveau de notre collectif, c'est qu'au tout début, en septembre 2022, on a contacté la commission restaurant pour leur proposer d'organiser avec eux une animation carbone pour la Semaine européenne du développement durable, donc la SEDD pour les intimes.
Et donc, pour ce faire, on a demandé aux prestataires de nous fournir les menus sur les journées de cette semaine-là. Et on a utilisé la base de données Agribalise de l'ADEME pour calculer l'empreinte carbone des plats de cette journée-là. Et puis, on a affiché tout ça à la cantine et on a préparé des flyers, des affiches pour sensibiliser sur les ordres de grandeur carbone de l'alimentation. Donc comme ça a bien marché, on a ensuite enchaîné sur l'organisation de cours de cuisine végétarienne dans les cuisines du restaurant en soirée, ouvert à tous les salariés avec une chef spécialisée. Et puis, suite à ça, donc, certains membres du collectif, dont moi, ont rejoint la commission restaurant pour aller plus loin dans cette démarche-là. Et on a profité du coup de ce nouveau mandat de la commission pour organiser une fresque du climat, parce que je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis aussi animateur de cet atelier. Donc ça a été un moyen de faire à la fois du team building pour se rencontrer, poser le constat scientifique et puis réfléchir à des actions qu'on pourrait mener. Donc suite à cet atelier-là, on a décidé de faire un bilan carbone sur 2 semaines, plutôt que 2 jours, pour avoir une vision un peu plus globale. Et pouvoir faire des premières analyses et actions. Donc on a vu que on était par exemple bien au-dessus, on était bien au-dessus de la moyenne carbone d'un repas en France, et que évidemment la viande rouge pesait lourd, mais ça c'était pas forcément un scoop, mais ça permettait d'avoir les chiffres vraiment de notre entreprise. Et donc après, on a présenté en CSE ces résultats et la trajectoire de décarbonation qu'on proposait jusqu'en 2050 pour s'aligner aux objectifs de l'accord de Paris. Et du coup, fort de ce mandat, on a pu faire des premières expérimentations au restaurant. Donc en gros, ça a été l'ouverture d'un stand végétarien qui n'existait pas à l'époque. Réduire déjà la part de viande rouge à un repas maximum par jour, sachant qu'on a un assez grand choix dans notre restaurant de différents plats. Et puis l'adaptation de recettes qui sont très carbonées pour les modifier un peu. Je pourrais en parler peut-être un peu plus tard. Donc ces premières expérimentations-là ont bien marché et on voulait nous mesurer en fait leur impact. Donc on a mis en place un bilan carbone régulier. On faisait le bilan carbone sur 1 mois, tous les 3 mois, pour suivre les cycles des menus, les cycles saisonniers. Donc ça nous a permis d'avoir un suivi assez précis de nos expérimentations. Et dans les animations aussi pour communiquer auprès des convives, on a organisé un jeu de la pesée carbone. Donc c'est comme la pesée de jambon, mais il faut peser le poids carbone du plat végétarien du jour, faut le deviner. Et celui qui a le poids le plus proche gagne. Donc on avait organisé préparé un petit panier garni avec des aliments bas carbone et locaux. Et voilà, et donc on a pu mesurer en fait aussi via des enquêtes convives et via les taux de prise des plats végétariens qui étaient du coup en progression sur toute l'année 2023. Et donc dans les enquêtes, on a pu voir la pourcentage de gens qui se déclaraient flexitariens, enfin qui déclaraient leur régime alimentaire, et donc la part des flexitariens avait énormément augmenté en 4 ans. C'était passé de 30% à plus de 50%. Voilà, donc on ne sait pas si c'est lié à une tendance de fond de la société ou si c'était à cause de nos actions, mais en tout cas, c'était encourageant. Voilà pour les actions de manière assez résumée. Donc sur les résultats, donc ces différentes actions. Oui, c'est pour nous tous et toutes que Nils bug de notre côté. Là, je crois que j'ai perdu le Ouais, réseau. C'est bon, c'est c'est bon. revenu. Sachant qu'on a un parc d'ombrières qui est très grand, qui Alors, couvre on t'a tous les perdu depuis parkings 30 d'entreprise. secondes. Ah, Attends, je Nils, crois qu'il on y t'a a perdu depuis un peu quelqu'un qui plus. veut parler, mais on n'a plus le son. Sinon, je le mets sur mon PC. Alors, je crois que tu n'entends pas quand on parle. C'est bon, ça C'est y est, bon, c'est ça y est, revenu. c'est Ah, revenu. c'est bon. Ok. On t'a perdu au moment où tu arrivais sur cette slide, quasiment, juste après. Ah, ok. Ok. Bon, je Bon, je reprends. reprends. Euh, donc, au niveau Donc, au niveau des des résultats des résultats des différentes différentes actions Il y a, que que je je il y t'ai a dit un tout à expliquais tout l'heure, à l'heure, double micro ouvert.
Eric, enfin, faire mes Attends, mais enregistrements. Attends, mais en fait, attends, attends, je récupère le son sur mon PC. Hop, Je pense qu'on est voilà. bon. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Ok, Ok, c'est c'est parfait. parfait. Parce qu'en Parce fait, qu'en fait, on on est est deux deux dans la dans même la même salle. ça, salle, donc c'est reparti. souci de son. Il y a à nouveau un double son, retest. Allô? Ouais, là, c'est bon. Ok. Bon, parfait. Donc, sur les résultats. Ce que je disais, c'est que du coup, comme on a pu mesurer l'impact de ces différentes actions, on a pu voir qu'on avait réussi à baisser jusqu'à 27% nos émissions de carbone sur le restaurant. En projetant du coup ça sur une année, ça fait à peu près 200 tonnes de CO2 évitées par an. 5 fois plus que notre parc d'ombrières photovoltaïques, qui est quand même assez massif et sur lequel l'entreprise a beaucoup communiqué. Mais au final, on se rend compte que les petits gestes entre guillemets de consommation alimentaire ont un impact encore plus important. Donc chaque mois ou tous les trimestres, on avait donc ce tableau de synthèse qui nous donnait l'impact moyen d'un repas, le plat le plus impactant, le moins impactant, et puis des camemberts, voilà, pour pouvoir faire un suivi détaillé de tout ça. Parfait. Merci beaucoup, Nils, pour ton intervention. Maintenant, on va passer à Eric. Donc, est-ce que tu peux nous présenter le CSE? Oui. Oui. Alors, je vais vous présenter présenter le CSE. Donc là-dessus, je fais partie du même collectif que Nils dessus. On est aussi élu du CSE, donc ce qui nous a permis d'essayer d'entraîner le CSE avec nous. Donc on est dans une entreprise spatiale sur Toulouse. On est quand même pas mal, on est assez grosse. Il y a 2600 salariés en ouvrant droit, ce qui monte à 4000 personnes en ayant droit, c'est-à-dire ce qui inclut les salariés, conjoints, conjointes et les enfants, et avec un budget de fonctionnement qui est un peu plus de 2 millions d'euros sur une année. Donc le fonctionnement, c'est que ça fonctionne par bureau du CSE où les 4 organisations syndicales représentantes sont présentes. Donc là, c'est les nommés, CFE, CGT, CGT, CFDT et FO, qui sont représentés et qui ont validé ça. Donc pour ça, ça a été un peu plus long que pour la cantine, puisqu'il y avait toutes les organisations à prendre en compte et une validation et un élément de budget, parce qu'on est passé par un organisme extérieur. Donc on a pensé fin 2023 à la réalisation d'une fresque intersyndicale pour essayer d'amener ce sujet-là. Donc moi aussi, je suis animateur de la fresque du climat, donc on s'est retrouvé à animer aux 27 membres du CSE et donc dont les membres du bureau en début 2024 là-dessus. Suite à ça, donc il y a eu la fresque avec tout un atelier de reconstitution là-dessus, parce qu'on a passé un peu plus de temps que l'atelier en lui qui est préconisé. Et il y a 2 actions qui sont ressorties là-dessus. C'était de faire un bilan carbone du CSE et de faire un accord intersyndical pour essayer de ne pas tirer sur les pattes entre syndicats lors des prochaines élections qui se sont déroulées d'ailleurs il y a quelques mois chez nous. Et donc suite à ça, et donc ils ont validé le bilan carbone à faire pour le CSE. Et donc là-dessus, avec le groupe Éveil, on a mené une consultation où on a regardé plusieurs prestataires et on a choisi le prestataire représente.org qui est spécialisé dans les CSE et surtout avec un suivi après par la suite des actions. Donc pour l'instant, on a validé ça. On a validé le budget avec le bureau du CSE en avril 2024. Après le temps de la commande de valider, de vérifier quelques petits éléments et de bien démarrer les éléments, on a démarré le début du bilan carbone s'est fait en octobre 2024 avec la collecte des données, les éléments, les réunions. Tout ça s'est terminé en mai 2025 là-dessus avec une idéation sur tout ce qui est idée de solution pour mise en place et réduction du bilan carbone. Suite aux élections qui se sont déroulées là, cette fin d'année, on espère réaliser tout ce qui est politique de réduction démarrant en courant 2026 pour tous ces éléments-là.
Ce que je voulais noter avec ce planning, c'est que quand on est contrairement au restaurant où c'est en petit groupe et une agilité plus simple, quand il y a des éléments financiers, puisqu'il y avait on est passé par un représentant extérieur pour donner de la crédibilité à notre action et que ça soit pas juste le collectif qui mène ça et que ça soit quelqu'un d'extérieur pour appuyer le poids là-dessus. Il a fallu plus de 2 ans pour que entre l'idée de la réalisation et les débuts des politiques commencent, parce qu'il faut du temps pour amener tout le monde. Par contre, ça a été productif du fait que tout le bureau a été impliqué, a validé le principe. Et donc, c'est entamé dans la démarche et amener une réflexion. Et aussi, la collecte des données là-dessus a permis à tout ce qui est permanent du CSE, c'est-à-dire les salariés qui font fonctionner le CSE, en plus des bénévoles, ont permis de prendre en considération les éléments même s'ils n'ont pas, on va dire, converti et pro pour toutes les actions qu'on a identifiées, ça aura permis clairement de discuter, de mettre en place le sujet et d'amener une réflexion. Donc là-dessus, juste une dernière planche pour montrer un peu les résultats, mais c'est pas choquant. Sur ça, c'est la grosse partie des éléments. C'est tout ce qui est voyage et vacances. Les subventions principalement de tout ce qui est transport, puisque l'avion en prend une grande partie, et on organise encore des voyages en avion sur un week-end ou 1 ou 2 semaines un peu partout dans le monde. Il y en a 5 ou 6 par an là-dessus, et donc c'est des éléments qui sont très contributeurs du bilan carbone. On voit que le reste est beaucoup plus simple, a beaucoup moins d'impact. Bon, il faut dire aussi que le budget voyage et vacances est l'un des plus importants du CFE, voire le plus important. Donc, c'est pas choquant de retrouver cette proportion-là là-dessus, sachant qu'ils ont inclus là-dedans tout ce qui était aussi les chèques vacances et comment étaient utilisés les chèques vacances. Donc, voilà, moi, si vous avez des questions sur ça, moi, j'ai terminé mon petit point sur le bilan du CSE là-dessus. Merci beaucoup, Eric. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire, lors de la session dédiée questions-réponses. Donc, on va switcher sur Julia. Je vais juste revenir sur les bonnes planches. Donc, Oui. parfait. Bonjour, désolée pour le retard. Pas de souci, pas de souci. Bon, je te laisse te présenter brièvement selon le niveau d'anonymat que tu souhaiterais garder. Et ensuite, on passera aux différentes questions. D'accord. Alors, moi, je suis, j'ai une fonction environnementale au sein d'une entreprise, un groupe industriel pour lequel on a des échanges internationaux. Et on a monté un collectif au sein de l'entreprise et on a différentes actions et on est suivi par la direction dans cette démarche. Super. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Donc, première question pour toi, Julia. Pourquoi et comment toi et ton collectif vous êtes-vous lancés dans le bilan carbone? Alors, au niveau du collectif, on avait cette volonté d'agir et d'être acteur par rapport à notre impact sur l'environnement. Donc, au niveau du groupe, il y a eu dans différents pays, il y a eu des créations de petits groupes de travail pour travailler sur le développement durable. Donc, du coup, on avait différents axes de travail. Et un fort axe était une stratégie de réduction des gaz à effet de serre. Donc, pour réduire les gaz à effet de serre, on avait besoin de connaître les différents postes, les principaux postes d'émissions directes et indirectes au niveau des émissions de gaz à effet de serre afin de pouvoir agir efficacement. Donc, cette connaissance au niveau du collectif, on n'avait pas cette connaissance poussée. On disposait d'un bilan carbone partiel incluant les scopes 1 et 2 et on n'avait pas de visibilité sur le scope 3 qui nous permettait d'avoir une vision globale. Donc pour cela, on a dû recourir à une expertise externe afin d'avoir l'élément manquant du scope 3
Et donc, du coup, pour avoir une cohérence, on a eu le choix entre différentes méthodes. Mais étant donné qu'on disposait déjà des éléments des scopes 1 et scope 2, on s'est orienté vers la méthode gaz à effet de serre protocole. Donc, ce que l'on peut dire par rapport à la façon dont on s'est déroulé le bilan carbone, donc on a eu recours à une expertise externe et après on a travaillé en différents groupes de travail pour justement impliquer les différentes parties prenantes pour pouvoir aboutir sur le bilan carbone. C'est vraiment important d'avoir cette collaboration entre les différents acteurs, différents services. Donc, du coup, ça nous a permis à la fois de sensibiliser et puis de collecter les différents éléments. Alors, super. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement comment sa mise en place s'est passée? Alors, une fois, donc on a constitué des groupes de travail et on a déjà défini le périmètre. Alors, quelles étaient les activités du site qu'on voulait inclure, quelles étaient les sources d'émissions. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc on avait les scope 1 pour les émissions directes, scope 2, les émissions indirectes liées à la partie électrique, et le scope 3 qui était toute la partie autres émissions indirectes liées aux achats, au transport, aux déchets, au traitement des déchets, et puis à l'utilisation de notre produit final qui a une place importante, et à sa fin de vie également. Donc voilà, donc on a eu, une fois qu'on a défini le périmètre, on a procédé à la collecte des données. Donc cette collecte des données, ça a pris plusieurs mois et c'était un travail qui était assez complexe parce que on avait des données qui étaient incomplètes et donc du coup il a fallu comment arbitrer et puis avoir des éléments qui n'étaient pas forcément d'une précision suffisamment à la hauteur de ce qu'on espérait. Et ensuite, du coup, une fois qu'on avait collecté ces données, le calcul des émissions a pu être réalisé donc, grâce au support de l'expert, du cabinet d'expertise en fait, et en utilisant du coup l'outil. Et ça nous a permis de calculer les émissions. On s'est aperçu que du coup, sur la partie scope 3, on avait dans la globalité, plutôt scope 1, scope 2, scope 3, la partie produit, services achetés représentait 81% de nos émissions, donc, ce qui était très significatif. Et puis la partie transport amont était de l'ordre de 4%, pour lequel on aurait dit plutôt, on pensait que c'était un poste qui était élevé, mais contrairement aux idées reçues, il s'avère que c'est la partie produits et services achetés qui était le fort poste. Et puis on avait la partie fin de vie du produit vendu, donc qui représente 3%. La partie déchets, on avait déjà fait on a déjà une stratégie sur la partie déchets qui est bien aboutie et qui, au final, ça représente que 1% de nos émissions gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on peut noter par rapport à ce travail, ce groupe de travail, ça nous a permis donc c'était très collaboratif, donc ça nous a permis d'impliquer les différents acteurs des différents services, de sensibiliser également les équipes aux enjeux des gaz à effet de serre et à leur impact. On avait beaucoup de participants qui n'avaient pas forcément de connaissances et de sensibilité sur ce sujet. Et puis, ça nous a permis justement à la fin de hiérarchiser les différents postes d'émission afin de pouvoir établir un plan d'action qui nous permettrait de réduire, comme on le peut, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce que je disais, on a eu aussi des points, des difficultés rencontrées, notamment sur la partie collecte des données avec des données incomplètes. C'est assez difficile d'obtenir des données, notamment de certains fournisseurs, où on
on n'a pas des actions en direct avec eux, donc et c'est pas forcément leur objectif, ça ne fait pas partie de leur stratégie forcément d'avoir un objectif de réduction de gaz à effet de serre. Du coup, par rapport à cette problématique de données incomplètes, au global, notre bilan carbone a une incertitude environ de 8%. Voilà, donc plutôt positif. On a eu quand même des bons retours positifs des différents collaborateurs sur cette initiative. Super. Et depuis que vous avez réalisé justement votre bilan carbone, quelle était la suite et quel bilan en faites-vous aujourd'hui? Alors, on a établi un plan d'action, donc avec des projets qu'on pouvait réaliser, notamment sur la partie mobilité, la partie énergie. Alors après, il y a des contraintes réglementaires qui favorisent justement l'aboutissement de certains projets, notamment avec la mise en place de panneaux solaires sur les parkings. Donc, je crois que j'ai mis une slide après sur les différents exemples de projets que l'on a pu mener. Ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que le bilan carbone, c'est quand même limité, l'action est quand même très locale, quoi. On n'a pas forcément un effet sur la partie globale plus à une échelle mondiale. Par rapport à notre initiative donc, qui était locale, c'est un petit peu la frustration qu'on a sur ce projet de se dire finalement, oui, c'est des petits gestes, mais pas forcément super significatifs, quoi. Donc voilà, et puis on a fait pas mal de communication en interne sur le sujet et on continue toujours avec le groupe de travail développement durable à faire des communications régulières auprès de nos collaborateurs pour pouvoir toujours développer cette culture et de les sensibiliser même au quotidien dans la vie privée. Du coup, ça permet euh, d'avoir un petit peu d'influence. Donc le bilan, ce qu'on peut faire sur ce bilan gaz à effet de serre, c'est que du coup, on a une meilleure quand même connaissance de notre empreinte environnementale sur la partie émissions de gaz à effet de serre sur le scope 3, malgré cette incertitude, mais on a quand même une meilleure visibilité. Et puis du coup, ça nous a permis de remobiliser les salariés. Il y a des demandes des salariés d'être acteurs et du coup, ils sont c'est plutôt positif. Donc effectivement, pour que ça soit significatif sur nos effets, le bilan carbone, il y a un petit peu ce manque. Il faudrait que ça soit intégré à une stratégie plus globale. Parce que là, sur le collectif, on s'est rattaché au groupe de travail avec la stratégie de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais dans cette stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas forcément la totalité des scopes. Et comme on a pu le voir, c'est que le scope 3, finalement, ça a une part qui est importante. Mais il faut bien commencer par travailler sur les éléments sur lesquels on peut agir. Donc là, ouais, sur la slide après, vous avez un peu les différentes propositions justement pour réduire l'empreinte carbone donc qui sont issues du groupe de travail avec des possibilités, enfin, avec une classification sur les éléments qui sont faciles à mettre en place et d'autres qui sont un peu plus difficiles. Et donc, du coup, sur les propositions, on s'aperçoit que ça vient, c'est la globalité du périmètre de l'activité, donc de notre industrie qui a pu être couverte. Donc, avec pas mal de solutions, notamment sur la mise en place des panneaux photovoltaïques, mais pas que. Merci beaucoup aux différents collectifs qui ont pu faire une intervention et faire justement un retour d'expérience. Avant de passer aux questions-réponses,
on voulait justement vous présenter un dernier outil qui est l'ACV, donc l'analyse de cycle de vie. Donc Mathilde, Thibault, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et comment ça peut servir nos collectifs? Yes. Alors du coup, l'ACV, c'est un bon entre-deux à considérer. Donc je fais un petit peu référence à ce que disait Julia sur la partie scope 3. Un ACV, ça va permettre en fait de nourrir votre scope 3 et du coup de le faire de manière un petit peu plus rapidement. Donc pour rappeler ce que c'est qu'un ACV, là je vous ai mis un petit graphique. Donc c'est l'impact environnemental d'un produit ou d'un système, donc sur tout son cycle de vie. Donc ça va considérer les livraisons en amont jusqu'à son impact de fin de vie en fait. Et il fait l'objet d'une standardisation internationale avec plusieurs normes ISO. Tu peux passer, Aurore. Pour le comparer très rapidement à un bilan carbone et vous montrer un petit peu les différences. Donc on l'a vu, le bilan carbone, c'est sur le scope 1, 2 et 3, donc les émissions directes, indirectes liées à l'entreprise, alors que la portée d'un ACV carbone, ça va plutôt être l'extraction des matières premières, production, transport, usage et fin de vie, donc le petit schéma qu'on a vu juste avant. Donc ça va mesurer l'impact d'un produit ou d'un service spécifique. Donc, par exemple, si vous produisez des t-shirts, ça va être l'impact de votre produit t-shirt. Et ça suit les normes ISO. Donc je vous en ai mis quelques-unes, mais il y en a un petit peu plus en réalité, notamment la norme ISO 14067, qui est l'empreinte carbone des produits. Et l'objectif du coup de l'ACV, ça va être d'identifier des leviers de réduction sur un produit précis. Donc par exemple, si on reprend l'exemple du t-shirt, imaginons qu'il y a un travail à faire sur la partie matière. Là, ça va être se tourner vers des fournisseurs, par exemple, qui ont des matières recyclées à l'intérieur de ce t-shirt. Tu peux passer, Aurore. Hop. Merci. Donc, je suis passée assez rapidement là-dessus parce que l'objectif, c'était de laisser la place aux questions. Mais en résumé, un bilan carbone, c'est essentiel à réaliser dans la mise en place d'une stratégie de décarbonation. Donc, c'est vraiment le premier pas à faire. Et l'ACV, ça peut être un outil intermédiaire quand on n'a pas soit le temps de faire un bilan carbone complet, soit qu'on a vraiment un besoin spécifique sur la partie plutôt produit d'une entreprise, sachant que ça peut se faire assez rapidement. Chez Carbo, les ACV, on les fait en moyenne pour une ACV, c'est 48 heures. Donc ça peut être un moyen rapide d'avancer sur la partie, par exemple, d'éco-conception. Et les deux méthodologies, évidemment, elles sont encadrées par des référentiels et elles suivent une méthodologie rigoureuse. Donc, c'est important aussi que quand vous choisissez un outil, que ce soit d'ACV ou de bilan carbone, que ça réponde bien à ces méthodologies-là, parce qu'on peut trouver un petit peu de tout sur le marché. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder les méthodologies et surtout aussi les méthodologies de calcul. Donc, on aura l'occasion, si vous voulez, d'en rediscuter après. Mais il existe plusieurs méthodologies de calcul pour un bilan carbone. Et je passe la main à Aurore. Parfait. Merci beaucoup Mathilde pour l'explication de la CV. On va pouvoir justement passer aux questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou à lever la main pour justement prendre la parole en direct et poser votre question. Voilà, n'hésitez pas à... Enfin, la parole est à vous. Je propose qu'on passe à la question de Jean-François, qui pose une question, je pense, pour toi, Nils. Quel accueil de la part de la direction et de la part d'Elior aussi, donc le prestataire, sur l'initiative d'affichage de l'empreinte carbone des plats? Seconde, je récupère le son sur mon PC. Voilà. Hop. Ok. Alors en fait, dès le départ, on les avait inclus dans la démarche parce que je l'ai pas précisé, mais en fait, la fresque du climat qu'on a organisée au tout départ, il y avait les membres élus de la commission restaurant, il y avait aussi les représentants de la direction et les représentants de la direction du restaurant Elior. Donc en fait, il y avait déjà tout le monde autour de la table, ce qui a permis de vraiment de tous partager les mêmes données et de discuter ensemble de ce qui était envisageable de faire. Et donc, ça s'est fait, on va dire, naturellement. Finalement, la direction n'a pas fait d'obstacle à cet affichage ou cette communication-là. Ça a été peut-être un peu plus difficile d'embarquer
tous les élus dans leur diversité et changer un peu les habitudes et les pratiques du restaurateur qui n'avait pas forcément mis l'accent là-dessus jusqu'à présent. Donc c'était pas forcément dans leurs habitudes, mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont été très transparents et ils ont collaboré avec nous parce qu'en fait, on avait besoin, nous, pour faire des bilans carbone, on avait besoin qu'ils nous donnent accès à beaucoup d'informations. Au final, il fallait qu'on ait tout leur reporting, leur plan de menu, leur fiche technique des recettes pour savoir combien de grammage de chaque ingrédient il y avait dans chaque plat, etc. Donc on a quand même, enfin ils ont quand même joué le jeu pour nous donner toutes ces informations-là de manière à ce qu'on ait vraiment un bilan très détaillé. Et ça, alors ça prend beaucoup de temps par contre parce que nous on a fait ça du coup un peu à la main hein, avec Excel et Agribalise. Mais par contre, ça donne pas mal de leviers parce que du coup, on peut voir dans le détail, tiens, c'est tel plat qui sort du lot, pourquoi, quels ingrédients posent problème en particulier, par quoi on pourrait les remplacer. Donc, j'avais évoqué rapidement dans les slides le fait que dans les actions qu'on a fait, on a adapté certaines recettes. Donc, par exemple, le couscous était un plat qui marchait très bien, mais qui était très carboné. Donc, on a changé un petit peu la recette en remplaçant par exemple les boulettes d'agneau par des falafels. Ça a réduisait énormément l'empreinte du plat et au final, les gens étaient tout aussi contents. Donc voilà, c'est ce genre de niveau de détail. Ça permet de faire ce genre d'adaptation-là. J'ai une question corollaire, mais avant ça, un petit commentaire. Clairement, nous, c'est ce qu'on voit aussi à l'échelle du réseau, qu'il y a un enjeu à ne pas contourner les parties prenantes et à ne pas faire en sorte de leur imposer quelque chose, mais au contraire d'essayer de leur faire comprendre pourquoi vous êtes en train de proposer ça et de les mettre autour de la table, ce qui, j'ai l'impression, a été le cas dès le départ avec la direction aérienne. Et c'est vraiment un facteur de succès. Mais du coup, j'ai une question, Niels. T'évoques que en fait peut-être les réticences elles sont aussi venues d'autres élus. Est-ce que tu aurais des retours sur ce qui a pu permettre de convaincre, ou en tout cas d'obtenir un consentement de ces élus sur ça? Moi, je pense que la première étape de fresque du climat a vraiment été importante, parce qu'elle a vraiment permis de déclencher derrière après toute la démarche. Parce que si on n'avait pas eu ce moment d'échange et de partage des mêmes données, d'ailleurs, beaucoup de gens en fait ont découvert enfin les ordres de grandeur du carbone, du climat, de l'alimentation, même ceux qui travaillaient dans le domaine. Enfin, c'est pas quelque chose qui est forcément. Enfin, pour nous qui sommes dans les collectifs, on a l'impression que c'est évident et que tout le monde le sait, mais en fait, non. Donc, pour moi, ce moment-là a été assez fondateur parce que ça a mis tout le monde autour de la table et tout le monde a appris et voilà, après chacun avait son degré de motivation pour aller chercher des actions plus ou moins ambitieuses. Voilà, et c'est là qu'après, ça a pris quand même du temps. On a fait ça tranquillement. On a fait ça sous forme d'expérimentation, pour pas dire, parce qu'en fait, très rapidement, dès qu'on commence à parler de ça, c'est ah oui, mais moi, la viande, c'est pas négociable, je mangerai pas des vers de terre et de l'herbe. Donc, ça crée des réactions épidermiques qui ont aucun sens parce que c'est pas du tout le projet. Donc l'idée, c'est aussi d'y aller vraiment par petites touches, par petites étapes, petite expérimentation. On mesure les résultats, on voit si les taux de prise suivent, et si c'est le cas, on continue. Donc par exemple, pour le stand végétarien qu'on a ouvert, on a commencé avec une production modeste pour voir si ça prenait. Et en fait, on était en rupture à chaque service. Donc petit à petit, on augmentait les quantités jusqu'à arriver à un équilibre. Voilà, donc c'est ce genre de pratique-là. Effectivement, je pense que c'est contre-productif de vouloir d'entrée de jeu imposer un- une diète carbone stricte à tout le monde. Ça ne marche pas. Merci beaucoup. Je passe la prochaine question, je pense, à toi, Mathilde, sur comment applique-t-on l'ACV au service? N'hésitez pas si Oui, vous avez d'autres questions. merci pour cette question. Et effectivement, c'est un petit peu différent d'une ACV produit.
Donc, il faut se dire que un service, ça va être immatériel, mais ça va toujours générer des flux énergétiques, donc électricité, par exemple, carburant, des flux matériels. Donc, ça peut être l'infrastructure, les emballages, flux liés au déplacement, par exemple, clients, employés, transport de matériel. Donc, en fait, il va y avoir un gros impact des infrastructures sur le résultat, mais aussi potentiellement des comportements des utilisateurs. Je sais qu'il y a un exemple qui est assez cool à donner, c'est un service de vélo en libre service. Donc, ça va dépendre aussi de combien de personnes vont l'utiliser effectivement. Donc, là aussi, ça peut rentrer dans le cadre de l'ACV du service. Et les données elles vont être peut-être un peu plus difficiles à collecter que pour une ACV produit, vu que ça ne va pas être très tangible, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà comment ça s'applique un peu à l'ACV d'un service. Mais on peut le faire, en tout cas, c'est possible. Trop chouette, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur à la fois les exemples qu'on a pu partager, si vous estimez qu'il y avait autre chose à en dire aussi, Nils et Eric, Julia a dû nous quitter, ou si vous avez d'autres questions également pour Carbo? Si jamais, moi j'en ai une. Euh, Ce serait une question croisée à la fois pour Mathilde et Thibaut de Carbo et pour Eric et Nils. Euh, on a quand même des collectifs régulièrement qui nous posent la question de dans quel ordre se lancer. Ils nous posent parfois la question par rapport à des actions de sensibilisation. Est-ce que vous mieux d'abord faire une fresque pour recruter dans son collectif, ou alors lancer son collectif et lancer une fresque ensuite? Et je trouve que ces questions, elles viennent aussi souvent sur les enjeux de bilan carbone. Est-ce qu'on se lance et après on évalue ce qu'on a pu faire? Est-ce qu'on évalue d'abord pour convaincre en se disant qu'ensuite on va lancer des actions? Je ne sais pas si vous avez un avis, Mathilde et Thibaut, au vu de ce que vous comprenez de la vie des salariés engagés dans les boîtes. Et après, je vous poserai la même question, Nils et Eric. J'ai pas spécialement un avis très tranché, mais de ce que j'ai pu voir un peu de nos clients, le bilan carbone, c'est assez fédérateur. Donc, ça peut permettre de mettre un premier pied à l'étrier. Nous, ce qu'on donne aussi comme conseil quand on se lance, c'est d'avoir en fait une équipe projet avec un responsable de pôle à chaque fois. Donc, en fait, moi, je dirais que le premier pas, c'est avoir cette espèce de collectif dans l'entreprise qui va ensuite permettre de réaliser le bilan carbone et après d'embarquer les collaborateurs au fur et à mesure. Donc, j'aurais tendance à dire ça. La fresque, ça peut être un bon moyen pour démarrer aussi, notamment pour engager ceux qui sont pas forcément très alertes sur le sujet, qui connaissent pas trop ce domaine, qui est quand même un peu épineux au départ. Donc moi, je dirais quand même peut-être d'abord former une sorte d'équipe un peu projet RSE bilan carbone, et après essayer d'infuser grâce à des actions pour que la réalisation se fasse plus rapidement. Après, peut-être que vous avez un avis différent, ou même Thibaut, hein, mais voilà, ça c'est bien. Pour compléter ce qu'a dit Mathilde, je pense que c'est vrai que c'est ce qui ressort le plus chez les clients. Et c'est vrai que le bilan carbone, c'est vraiment un calcul des émissions. C'est pour montrer à quoi ça ressemble à un moment T. Et ça permet, on l'a même eu aujourd'hui, de se rendre compte que parfois, par rapport à ce qu'on pensait, c'est plus sur cette partie-là d'une activité qui va y avoir de l'impact. Donc, c'est vrai que souvent, c'est une bonne base et ça permet derrière d'avoir des actions à mettre en place, de se rendre compte qu'il y a des actions aussi concrètes qui peuvent exister, qu'on ne demande pas, comme, comme c'était dit plus tôt, de manger que des vers de terre ou autre. Et je vous pose la même question, Nils et Eric. Est-ce qu'on fait une diète carbone avant de mesurer l'impact, ou est-ce qu'on le fait dans l'autre sens? Alors nous, historiquement, on l'a fait plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a commencé... en fait, la fresque du climat a eu une place assez importante pour nous, parce qu'en fait, ça a été un peu déjà euh, l'acte fondateur de notre collectif, c'est-à-dire qu'au début, on était trois et on se renseignait sur les enjeux environnementaux et on regardait les publications de l'entreprise pour avoir un regard critique. Et voilà, on cherchait des informations. Et puis ensuite, vraiment, là où ça a décollé, c'est quand on a commencé à se former à l'animation et animer entre midi et deux des fresques du climat au CSE.
où là, bah voilà, petit à petit, on a eu jusqu'à 200 salariés qui sont venus sur leur temps libre entre midi et deux en discuter avec nous. Et ça nous a donné une certaine visibilité, une certaine légitimité après aussi pour pouvoir la diffuser aux élus et même dans l'entreprise, parce que Eric et moi, on a eu l'occasion après ça de l'animer pour le COMEX de l'entreprise et de le déployer ensuite aux managers et à leurs équipes. Donc, pour nous, la fresque du climat, ça a vraiment été l'outil de sensibilisation pour rentrer dans le sujet. Et une fois qu'on a fait ce premier état des lieux, là, ça nous permet d'ouvrir la porte vers, par exemple, le financement d'un bilan carbone. Parce qu'en fait, c'est difficile d'arriver en CSE et de dire au bureau, il faut que vous sortiez du budget temps pour faire le bilan carbone, etc. Si eux, ils ont aucune idée de ce que c'est, pourquoi il faut le faire, etc. C'est plus compliqué de les convaincre. Donc, ça nous a servi en fait de porte d'entrée en fait pour débloquer derrière des actions plus ambitieuses. Et tant que je te tiens, je te pose la question d'après, mais qu'on posera aussi à Mathilde et Thibaut. C'est est-ce que les entreprises arrivent ensuite à publier facilement leur bilan carbone et leur ACV, ou est-ce que c'est jugé trop sensible? Et du coup, dans votre cas, à quel point ces résultats ont été partagés, publiés, et à quel public? Dans les deux cas, à la fois restauration et CSE. Alors, bah moi, je vais répondre sur la partie restaurant, puis je laisserai Eric parler de la partie CSE. Sur le restaurant, au début, on l'a fait en interne de la commission pour pouvoir. Euh, en fait, on avait peur de l'effet d'annonce. Comme je vous avais dit, Mm. il y a des gens qui réagissent de manière très, très virulente pour rien sur une annonce. Donc, en fait, on voulait pas l'annoncer en grande pompe. On a dit, bon, on va faire nous-mêmes l'analyse, on va regarder sur quoi on peut jouer, on va faire des expérimentations. Et en fonction du retour des convives, on va avancer pas à pas. Et en fait, du coup, comme ça s'est très bien passé, derrière, on a pu faire de la com dessus, des flyers, des stands à la cantine, afficher des slides dans l'escalier, sur les écrans. Mais on a fait la communication a posteriori, enfin au fur et à mesure, pas en entrée de jeu pour annoncer les changements parce que voilà, c'était trop risqué. Pardon, je reprenais le son et moi je vais prendre la suite sur tout ce qui était bilan carbone du CSE. Moi là-dessus, en fait, toute récolte des données a été traitée par représente.org et là-dessus, la majorité des données étaient en interne, puisque là-dessus, c'était des éléments de vol ou ce genre de choses et des données métriques, enfin des données quantifiables qu'on avait en interne. Des éléments financiers aussi qui ont relevé, et tout ce qui était subventions autres par chèque vacances et ce genre de choses, ou par des éléments de collecte d'achats groupés ou des cartes cadeaux, Représente.org avait des contacts directs avec, enfin, savait comment, avait déjà travaillé avec ce genre de prestataires et avait des métriques pour chaque achat où ils avaient déjà évalué là-dessus et savaient où récupérer les données. Donc il n'y a pas eu on n'a pas eu de sous-traitant directement à demander des bilans carbone associés, puisque Représente.org avait déjà pas mal d'infos où aller récupérer et il y avait déjà débroussaillé ces infos-là et comment les traiter. Donc là-dessus, on était très autonome, voire complètement autonome sur le bilan carbone du CSE. Il y avait par contre c'est pas mal d'infos à aller chercher en interne et des récupérations de données avec des bénévoles ou autres, avec les différentes sections du CSE, sur les consommations du CSE et aussi sur tout ce qui était vol ou ce genre de choses. Mais les données, on les a. Et c'était plutôt ces éléments-là où, avec les permanents du CSE, ça s'est bien passé, puisque comme on a fait la fresque du climat et qu'on les a mis dans la démarche assez tôt, ils ont compris la démarche et ont déroulé la démarche là-dessus. Toi qui as le haut-parleur. Oui. Parfait. Et donc, du côté de Carbo, quelles sont vos recommandations justement par rapport à la publication des bilans carbone et des ACV? On a publié les résultats. CSE, enfin, Alors, il y a la possibilité de le publier sur l'ADEME. Je crois que d'ailleurs, pour certaines entreprises,
qui ont une assez grosse taille, c'est obligatoire. Donc la quasi-totalité, je pense, de nos clients le font, que ce soit obligatoire ou pas de le publier. Ensuite, ce qui est souvent fait, c'est de le présenter du coup dans un rapport RSE qui est public. Après, j'aimerais quand même rappeler que ce qui est important dans la partie publication d'un bilan carbone, c'est aussi de présenter un plan d'action derrière et pas seulement un chiffre qui parfois ne veut pas dire grand-chose quand il est tout seul. Et surtout de le faire dans une démarche un peu dans la durée, donc se mettre un rythme, par exemple le faire tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. C'est là le plus important de pouvoir un petit peu comparer. Parce que si on a juste un bilan carbone à un instant T sans action derrière, ni le suivant, c'est vrai que ça peut être considéré comme un peu léger en fonction de notre public. Donc, le faire sur l'ADEME, il me semble que c'est assez simple et il y a justement un petit tuto pour le faire. Donc, nous, c'est ce qu'on conseille de faire. Comme ça donne une certaine visibilité aussi à la démarche. Et après, le publier sur sa page RSE si on en a une, ou alors sur les réseaux sociaux, par exemple, ou autre, pour présenter un peu les prochaines actions. Nous, on trouve toujours ça positif quand même de montrer son engagement pour éviter aussi on a parlé un peu de green washing au tout début de ce point. Donc voilà, c'est pour un peu éviter tout ça et montrer qu'il y a quand même des choses qui bougent dans l'entreprise. C'est toujours chouette. Génial. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je n'arrive pas à remettre ma caméra, mais ce sont des choses qui arrivent. On voulait en conclusion, vous partager quelques ressources. Déjà, un exemple sur des choses qui ont été évoquées sur la manière d'articuler des actions d'un collectif avec un bilan carbone. Dans notre MOOC Passeport Collectif, on a plusieurs épisodes qui en parlent, et en particulier les témoignages de Yannick et Alexis, en particulier dans l'épisode 10, qui s'intéresse à comment déterminer les premières actions d'un collectif. Et je laisse Aurore, je crois, ajouter quelques éléments. Tout à fait. Et même question au niveau de Carbo. Alors, quels seraient les outils ou les ressources qui seraient utiles justement pour les collectifs qui sont présents aujourd'hui? Alors nous, on a pas mal de ressources, mais je pense qu'on peut citer, on a un essai gratuit pour tester l'ACV produit, si jamais ça vous intéresse. C'est assez ludique à utiliser. Vous pouvez le faire à partir d'une description d'un produit, que ce soit fictif ou un de vos produits à vous. On a aussi des ressources sur la partie bilan carbone pour vous aider à comprendre comment ça marche de manière assez simple. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez réserver un rendez-vous avec un de nos experts bilan carbone. C'est assez efficace. Et je rajouterais aussi, on ne vous l'a pas forcément mis là, mais peut-être que ça pourra vous intéresser. Sur notre site, on a du coup, un livre blanc sur la partie embarquer les fournisseurs, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est revenu beaucoup sur ce webinaire. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil. Et c'est tout pour moi. Merci Mathilde pour ce partage. Et du côté des collectifs, Paul, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, si vous m'entendez bien. Alors nous, on a à la fois une liste des actions déjà menées par des collectifs de notre réseau, une sorte de Wikipédia des actions déjà menées. C'est notre atlas des actions qui est sur notre site. Il y a à peu près 85 fiches actions, dont des enjeux qu'on a évoqués aujourd'hui et d'autres que vous pourriez trouver pertinents dans votre cas. On a également un parcours de formation qui s'appelle Passeport Collectif, donc une série de vidéos et un programme d'accompagnement adossé à ça, qui s'intéresse à comment on crée son collectif, puis ensuite comment on fait de son collectif une partie prenante reconnue et pérenne. C'est également sur notre site, et j'ai évoqué tout à l'heure l'épisode 10, mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent correspondre à ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Et enfin, nos rencontres locales régulières. On en a une dans 2 jours à Nantes, le 18. On en a une autre à Lille en janvier, et d'autres qui sont planifiées pour janvier aussi. Et tu nous as mis le lien dans le chat, Aurore. Euh, Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vais arrêter l'enregistrement là. N'hésitez pas si vous avez des questions, et vous recevrez le replay ainsi que la présentation par email.